Bonjour, nous sommes le dimanche 2 mai 2021. Alors, j'étais déterminé le 20 janvier 2021 de cette année-ci, il y a 102 jours, j'étais déterminé à ne plus parler de M. Trump, ou alors le minimum. Mais ce n'est pas moi peut-être qui décide de ce genre de choses, c'est l'actualité. Alors, je vais présenter trois acteurs. Je commence par Madame Masha, son vrai prénom Marie Yovanovitch, ambassadeur des États-Unis en Ukraine de 2016 à 2019. Elle se fait remarquer localement en étant une personne qui encourage l'Ukraine à lutter contre la corruption locale. Un jour du printemps 2019, on lui dit dans la nuit de partir rapidement, de disparaître du pays parce que sa vie est en danger. Elle fait ses bagages, elle se retrouve aux États-Unis assez rapidement. On a la confirmation effectivement que des choses assez mauvaises devaient lui arriver, puisque on a su par la suite que dans une conversation entre M. Zelensky, président de l'Ukraine, et M. Trump avait promis à M. Zelensky que de mauvaises choses arriveraient à Madame Yovanovitch. Donc M. Trump était décidé manifestement à se débarrasser de cette dame. Bon, deuxième personnage, M. Rudy Giuliani. M. Rudy Giuliani, connu au départ essentiellement comme étant un procureur au district sud de Manhattan à New York, spécialisé dans la lutte contre le gangstérisme, et qui remet de l'ordre à New York du point de vue de l'influence de la mafia, des choses de cet ordre-là. Il devient maire de New York, et puis assez récemment, justement au moment où M. Trump devient président des États-Unis, il devient l'avocat personnel de M. Trump. Et assez rapidement, il devient le chef d'une seconde équipe en Ukraine. C'est-à-dire que tout le monde considère que c'est lui qui, en fait, décide de la politique américaine en Ukraine. Et une des choses à laquelle il tient particulièrement, c'est à faire déguerpir Madame Yovanovitch mentionnée. Il y parvient donc parce que il est bien connu que c'est sous ces pressions que M. Trump rappelle l'ambassadrice. Pourquoi? Parce que M. Giuliani, au nom de M. Trump, essaye de trouver de l'information compromettante pour M. Biden, en particulier que M. Biden, à l'époque où il est vice-président, s'il a encouragé la lutte contre la corruption en Ukraine, ce serait essentiellement pour qu'on n'enquête pas sur la compagnie dans laquelle son fils Hunter Biden se trouve à obtenir des jetons de présence comme faisant partie de la direction de cette entreprise. Voilà. Alors, pour ce faire, M. Giuliani se place dans le camp de fait des pro-russes en Ukraine. Il recrute en particulier comme étant ses collaborateurs messieurs Parnas et Fruman, qui se font eux coincer aux États-Unis parce que c'est par leur biais que de l'argent russe vient financer les campagnes de M. Trump. Donc déjà sous M. Trump, M. Giuliani est attaqué par la bande sous la forme de ses collaborateurs. Et on apprend récemment qu'en 2019, donc ça fait quand même, c'est au milieu de la présidence de Trump, une délégation du FBI se rend chez M. Giuliani pour lui dire qu'il est manipulé par les services secrets russes, que de l'information qu'on lui transmet est de la désinformation produite par un organe de propagande officiel russe. Et ce dont on s'aperçoit rétrospectivement, c'est qu'il ignore entièrement l'avis qui lui est donné. Pourquoi? Parce que, bien entendu, tout cela arrange les affaires
on dit maintenant des affaires personnelles qu'il a en Ukraine, où il essaie de gagner de l'argent, et de la personne de M. Trump, pour lequel qu'il représente apparemment, enfin c'est ce qu'on a toujours dit, et il n'y a pas, je crois, de preuve du contraire, qu'il le représente gratuitement. Voilà, donc 2 acteurs que je vous ai présentés. Il y a un dernier dont je vais vous parler, c'est quelqu'un dont j'ai déjà parlé longuement dans un premier volume qui s'appelle Un objet populiste mal identifié, où je mets l'accent sur M. Trump comme une personnalité d'extrême droite, surtout marquée du côté du suprémacisme blanc, dans la lignée des sympathies de son propre père pour le Ku Klux Klan. Je l'appelle, c'est là que, voilà, c'est dans les commentaires que je fais à l'époque, mais je l'appelle le chef de l'armée sudiste en déroute, ce qui, rétrospectivement, paraît tout à fait approprié, puisque vous l'avez vu, le 6 janvier, quand les troupes qu'il lâche sur le Capitole se lancent à l'assaut, elle c'est derrière le drapeau sudiste, et j'avais d'ailleurs insisté pour que dans cette couverture, dont le design à l'origine de Madame Little Shiva, et ici c'est un travail de Chantal Montellier, j'avais insisté qu'à la place du petit insigne des États-Unis, on mette celui des États esclavagistes sudistes à la place. Dans ce volume-ci, que j'ai appelé haute trahison, là l'accent est mis sur M. Trump comme agent de la Russie. De facto. Bon, je ne sais pas exactement s'il recevait des chèques, si on le payait d'une manière ou d'une autre, mais de facto, il a représenté les intérêts russes aux États-Unis sous forme d'un président qui mettait en application essentiellement la politique souhaitée à Moscou. Alors, j'ai insisté très longuement sur le fait qu'on ne saurait jamais exactement de quoi il s'agit, parce qu'il s'agit d'une affaire d'espionnage en réalité, et qu'un pays n'a pas intérêt à dire qu'une puissance étrangère avait mis à la présidence de la République chez lui un agent à ses ordres. Et je dis, bon, voilà mes hypothèses, ce sera probablement jamais vérifié. Je n'avais pas compté sur le fait que M. Trump continue d'être menaçant de l'extérieur et qu'il pourrait être tentant pour le pouvoir en place de mettre en évidence le fait que M. Trump était un agent ou est peut-être encore toujours un agent de l'étranger. Donc on va voir. Alors, la difficulté pour M. Giuliani, c'est que la procédure d'avoir saisi l'ensemble de ces appareils électroniques est tout à fait exceptionnelle, et que ce sont des choses comme la défense de l'État qui justifie des mesures aussi radicales. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas exactement, parce que sur ces téléphones, sur ces ordinateurs, on va sans doute trouver encore d'autres choses que ce à quoi on s'attendait. C'est une affaire importante. Depuis 2 ou 3 jours qu'a eu lieu la perquisition. Les hypothèses se succèdent. Les uns et les autres disent il va se passer plus ou moins ceci ou cela. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des ramifications très très importantes, et qu'il est important qu'il y a quelque temps, dans une déclaration du ministère du Trésor, donc quelque chose qui n'a rien à voir avec la politique étrangère, il avait été mentionné que la personne qui travaillait avec monsieur Manafort était en fait un espion russe, et donc que M. Manafort savait ce qu'il faisait en lui transmettant de l'information. Et maintenant, il y a cette affaire où, en 2019, M. Giuliani avait été averti par le FBI qu'il était manipulé par la Russie, et information qu'il a entièrement ignorée. Donc s'il a volontairement continué à diffuser de l'information dont il savait
parce que le FBI lui avait informé que c'était de la désinformation concoctée à Moscou, M. Giuliani est en position extrêmement délicate parce que justement il peut apparaître comme l'agent, d'avoir été délibérément l'agent d'une puissance étrangère. Alors la question qui va se poser maintenant, c'est que il va se trouver, comme beaucoup de personnes avant lui, avec des accusations, des inculpations qui vont s'additionner rapidement, plusieurs centaines d'années sûrement, et en prison. Et que à l'âge où il a, qu'est-ce qu'il a? Il a 70 ans quelque chose, il n'a peut-être pas envie de terminer sa vie en prison, et que donc il dira peut-être entièrement ce qu'il sait. Et quand on lui avait posé la question à une époque, à propos, quelqu'un lui avait dit, fait entendre qu'il mentait délibérément, qu'il le savait, il a dit, bon, écoutez, le jour où ça apparaîtra en surface, j'ai une police d'assurance. Voilà. Alors, sa police d'assurance, on suppose que ça veut dire qu'il pouvait incriminer à ce point M. Trump qu'on ne lui chercherait pas des noises. Mais ça, c'est dans une perspective où M. Trump aurait eu un second mandat. N'est-ce pas? Et après ce second mandat, être suivi à la présidence par Donald Jr. ou quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, il ne peut plus, M. Giuliani, obtenir la grâce présidentielle de M. Trump, et il sait que la donne est différente. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va se mettre à table? Est-ce qu'il va spill the beans? Est-ce qu'il va dire vraiment tout, vider son sac et expliquer que tout ce qu'il faisait, et qu'on lui reprochera sans doute dans un instant, que c'était sous les ordres de son patron, que c'était en tant qu'avocat de M. Trump travaillant pour son client. Alors, on va voir, voilà, je ne peux pas vous en dire davantage, mais il va encore apparaître des tas de choses. Alors, dans les 2 volumes là, dont je vous parle, que j'ai publiés, il est très peu question de Madame Masha Jovanovic, alors que j'ai consacré des dizaines de pages sûrement sur le blog à parler d'elle. Pourquoi est-ce que ça n'apparaît pas dans les livres? Pourquoi est-ce que je n'ai pas retenu ça? C'est pas parce que c'est pas juteux, mais c'est parce que tout ça intervenait dans le cadre des commissions d'impeachment, de tentatives de destitution de Trump. Et comme ça n'a pas donné grand-chose, en fait ça n'a rien donné du tout, je n'ai pas retenu cette information comme étant essentielle. Est-ce que ça veut dire, s'il y a des choses fumantes qui apparaissent avec monsieur, autour de M. Giuliani, est-ce que ça veut dire que je vais devoir produire dans un 3e volume un certain nombre de choses que j'ai dites très intéressantes sur Madame Jovanovic et son rôle en Ukraine à l'époque où elle était ambassadeur. Ce matin, je ne suis pas très sûr, je ne suis plus très sûr qu'il n'y aura pas de 3e volume, et on verra, c'est pas moi qui en décide, c'est l'actualité. Allez, à bientôt.